Bonjour, une nouvelle vidéo pour discuter, toujours dans la série vocabulaire de la photo. Nous allons discuter du diaphragme. Le diaphragme. Le diaphragme est une pièce mécanique dans un objectif qui permet de faire varier la lumière. Donc voilà, j'ai un objectif avec moi qui a un trou à l'intérieur, voilà, et il y a une pièce à l'intérieur qui permet de faire varier le diamètre de la lumière qui passe. Voilà. Physiquement parlant, sur cet objectif-là, on a une bague de diaphragme. Voilà. Alors je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien, en espérant que le focus va suivre, avec la lumière, les reflets, c'est pas évident. Et donc on a une pièce à l'intérieur qui, quand je bouge la bague de diaphragme, permet de faire varier le diamètre du trou. Voilà. Bon, bah c'est fait, merci, au revoir. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, le diaphragme. Diaphragme, c'est le nom de l'objet comme iris. C'est un iris, en fait. C'est un diaphragme en iris. Il y a plusieurs types de diaphragmes. Il y a des diaphragmes à vanne, il y a des diaphragmes à vanne ou à iris finalement, parce que sinon je n'en vois pas trop d'autres. Si vous en voyez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Voilà. Le diaphragme définit en optique ce que l'on appelle la pupille du système. Et la pupille du système existe à différents endroits. Elle existe en entrée, elle existe en sortie, elle existe en intermédiaire. Il y a des pupilles intermédiaires. Voilà, et on peut appeler des lucarnes aussi, les pupilles intermédiaires, pour les opticiens, pour être précis, puisque le but c'est de vous dire tout, réellement tout et rien d'autre. Et voilà. Et donc le diaphragme, pour nous, ça va être la pupille de sortie. Donc dans l'espace derrière l'objectif du côté du capteur, la pupille de sortie qui va nous intéresser et pas la pupille d'entrée. La pupille d'entrée, c'est celle qu'on voit quand on est devant l'appareil photo, mais ce qui compte au niveau du capteur, du film, de l'objectif et de la photo, c'est la pupille de sortie, c'est ce qui se passe derrière. Avant, à la limite, on s'en fout de ce qui se passe, on n'est pas responsable, mais ce qui se passe derrière, on est responsable. Donc c'est le rapport, on représente la pupille par une fraction, et c'est là que les ennuis commencent, exactement. Donc le vocabulaire dont je vous parle, a été stabilisé, quantifié, choisi au congrès de la photo de 1900. Donc c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, et en fait ça fait depuis très longtemps que ça pose problème et que c'est pas nouveau. Donc on a défini ce qu'on appelle la série normalisée. La série normalisée, elle commence à 1 et elle suit après une série de chiffres 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 128, ainsi de suite. Voilà, c'est le chiffre que l'on va retrouver sur le devant de la bague. Alors je vais essayer de faire la mise au point et de voir. On va trouver ici 1 divisé par 1,4. 1 divisé par 1,4. Ça, c'est le f sur d que l'on va voir. Voilà, donc je tourne mes pages pour retrouver mon argumentaire. Donc on a ce 1 divisé par 1,4, c'est le rapport f sur d. F sur d, c'est ce qu'on en appelle l'ouverture géométrique. Voilà, l'ouverture géométrique. Il y a d'autres ouvertures qui existent, et
vous pouvez voir il y a d'autres ouvertures qui existent sur d'autres types d'objectifs, notamment les objectifs de cinéma ou les objectifs destinés à la vidéo, et vous allez avoir l'ouverture T, qui est une ouverture photométrique. Vous pouvez lire dans certains catalogues ou pour certains objectifs, comme les objectifs de microscope, on va vous parler d'ouverture numérique. Voilà. Donc l'ouverture numérique qui n'a rien à voir avec l'appareil photo que vous avez qui est numérique, qui est une ouverture numérique, ça date de la microscopie et c'est une ouverture en nombre et c'est un angle. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'ouverture, le diaphragme va vous permettre dans la pratique de faire varier la quantité de lumière qui passe dans votre objectif, et c'est pour ça que vous allez vous en servir aussi pour dans le domaine de l'exposition, ce que l'on va voir. Mais c'est avant tout et surtout un composant optique majeur de votre objectif qui va vous permettre de maîtriser des aberrations et qui va changer le rendement de votre objectif. Voilà. Donc le diaphragme n'est pas qu'un robinet à lumière, c'est plus que ça. C'est plus que ça, et je vais essayer de vous faire comprendre ça, et c'est pas évident. Mais on y va gentiment. Donc on a le F sur D qui est l'ouverture géométrique, on a l'ouverture photométrique qui est l'ouverture T que l'on va retrouver sur les objectifs de vidéo, et on a l'ouverture numérique que l'on va trouver dans des catalogues pour des objectifs très spécifiques, essentiellement destinés à la microscopie ou à la reprise de lumière sur des fibres optiques ou des choses comme ça, parce qu'on discute en angle. Et ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le diaphragme va vous permettre de gérer, de transformer le cône de lumière qui va sortir de votre objectif. Donc là, je vous ai dessiné la représentation symbolique utilisée en optique pour un objectif ou une lentille. Donc c'est réduit à une lentille simple. Voilà, donc c'est une barre avec une flèche. Là, on a un axe optique. Et on a sur le trait noir un faisceau qui arrive parallèle à l'axe optique et qui se croise au foyer F'. Et là, grosso modo, et on a un trait vert qui vient parallèle à l'infini et qui va se croiser toujours en F', et comme ça. Et là, si on regarde le diamètre du faisceau noir fait grosso modo la distance focale, donc on est grosso modo F sur D égale 1, on serait même plus ouvert qu'F sur D égale 1. Et là, sur le tracé vert, le diamètre, là, grosso modo, je peux en mettre 3, donc on serait à F sur D égale 3. Quand vous allez fermer votre diaphragme, quand vous allez augmenter le chiffre de la valeur qui est sur la bague de diaphragme, hein, le chiffre qui est là, quand vous allez passer de 1,4 à F16, par exemple, voilà, donc je refais la démonstration. Là, je suis, alors je vérifie qu'on voit de la lumière. Là, je suis à 1,4 et je ferme et je vais à 16. Voilà. Quand vous allez de 1,4 à 16, vous augmentez le chiffre, mais en fait, vous augmentez le nombre de fois que vous pouvez mettre le trou dans la focale. Donc forcément, si vous pouvez en mettre qu'un, il y a un plus gros trou que quand vous pouvez en mettre 3. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand vous allez augmenter le chiffre, vous allez en fait faire passer moins de lumière parce que vous allez augmenter le nombre de trous que vous pouvez mettre dans la distance focale. C'est une fraction, c'est le rapport focal divisé par le diamètre. Donc quand vous diminuez le diamètre du trou, la distance focale, elle ne change pas, donc vous obtenez un chiffre de plus en plus gros. Voilà. Si vous prenez votre salaire et que vous le divisez par 2, vous avez plus d'argent. Si vous prenez votre salaire et que vous le divisez par 4, vous avez moins d'argent, hein, parce que vous le partagez avec 4 personnes. Voilà, donc avec l'argent, on comprend tout de suite que quand on divise, plus le chiffre est important, moins il en reste. Avec le rapport F sur D, c'est pareil. Avec le diaphragme, c'est pareil. Plus on va augmenter le chiffre, moins il y aura de lumière qui passera, parce que c'est une fraction, parce que vous divisez la focale par le diamètre, et que ce qui compte, c'est le diamètre qui fait passer la lumière. On continue sur l'aspect technique. Donc là, j'en suis à
Oui, 10 minutes, je me dépêche. Donc, la différence entre f sur d, t et t, virgule, et n. Alors, n, c'est une ouverture numérique. En fait, c'est une façon d'exprimer l'ouverture en n sinus alpha. N étant l'indice de l'air, sinus étant la fonction mathématique et alpha étant l'angle du demi-cône. Cet angle-là, voilà. Donc ça, c'est l'ouverture numérique, c'est quelque chose qui existe pour qu'on utilise couramment en optique, mais pas en photographie, bien sûr, pas en photographie, en optique, mais pas en photographie. L'ouverture T, c'est l'ouverture f sur d corrigée du coefficient d'absorption de vos lentilles. Vos lentilles, elles sont traitées, et choses comme ça, et par exemple, et c'est pour ça que j'ai choisi cet objectif, si je ne me trompe pas, voilà, cet objectif est un objectif Nikon, de très bonne facture, professionnel, choses comme ça, et en fait, il a un joli anti-reflet, alors je vais essayer de le faire briller, ça va pas être évident, jaune. Voilà, il est jaune. Voilà. Donc, quelque part, si ça réfléchit de la lumière jaune, ça veut dire qu'il y a la lumière jaune qui ne se transmet pas, puisque ça la renvoie vers devant. Le même objectif de maintenant, je vais essayer de faire les briller les deux dans le soleil en même temps, profiter d'avoir du soleil. Vous voyez, ça n'a pas le même rendement. Donc, en fait, c'est 2,50 ouverts à 1,4 de la même marque. La seule différence entre les deux, ben, c'est grosso modo 40 ans. Il y en a un qui est de 1959-60, voilà, et l'autre est de 1980, donc ça fait 20 ans, voilà. Ah oui, tiens, ça fait que 20 ans d'écart. Bon, ben voilà. Enfin, il est 90, hein, parce qu'il est autofocus. Donc l'autofocus est apparu chez Nikon en 82, quelque chose comme ça. 82-85. Donc, votre objectif, aussi merveilleux soit-il, il renvoie de la lumière vers l'avant. S'il renvoie de la lumière vers l'avant, ça veut dire qu'il y a de la lumière qui ne va pas vers l'arrière, donc ça veut dire qu'il y a un coefficient d'absorption et qui n'est pas dû au diaphragme. Donc, quand vous utilisez un posemètre à main, c'est-à-dire un appareil qui vous permet de mesurer la quantité de lumière pour vous dire, tiens, voilà, ça c'est un posemètre à main, un petit posemètre, un petit digiflash, voilà. Là, pouf, je me mets dans la lumière et puis je vois que je suis à une certaine valeur. Donc ça me permet de changer, le coefficient de la lumière en rapport vitesse-diaphragme. Alors vous aurez un cours là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous voyez. Donc là, il y a une couronne et puis je lis les vitesses et les diaphragmes. Mais votre diaphragme que vous lisez sur le posemètre à main est un diaphragme photométrique. Ce n'est pas un diaphragme f sur d. C'est un diaphragme photométrique. Donc, puisque c'est une mesure de lumière, et ça sous-entend que votre objectif, eh ben, il est, quand vous mettez f de 8 sur la bague, ça correspond à f de 8 photométrique. C'est une erreur courante chez les photographes, parce qu'il n'y a pas que les débutants qui se font avoir avec ça. Enfin voilà. Donc, on continue. Et le f sur d, qui est juste le rapport du diamètre des pupilles par rapport à la distance focale, et donc qui est une ouverture géométrique. D'un point de vue artistique, qu'est-ce que ça va faire? Le diaphragme, en fermant le diamètre et en laissant passer moins de lumière, fait aussi changer l'angle des faisceaux extérieurs et des angles. Ce qui fait que, bah, par exemple, si vous avez un pixel qui est de cette taille-là, et bien, grosso modo, la taille du pixel que je peux reporter ici sera aussi nette que, si je prolonge, le pixel qui est ici, parce qu'ils ont la même taille, et que grosso modo, la lumière qui vient comme ça, elle va éclairer tout le pixel, et que votre pixel à moitié éclairé va être développé et rendu sur un pixel d'une seule valeur. On est d'accord? Ça ne change rien, ça. Et donc, ça va vous permettre de gérer la profondeur de champ. Parce que si du coup, là, on est en faisceau infini, donc on peut dire, bah, tiens, je pourrais mettre mon capteur là ou le mettre là, et on ne verrait pas la différence.
Et oui, ça va. Alors, mais d'un autre côté, si j'ai quelque chose qui focalise exactement sur ce pixel-là, en arrivant avec le même cône et choses comme ça, bah là, ça va paraître net là. Donc ça va être net là, ça va être net là. Puis là, s'il y avait un sujet, ça serait net aussi. Bon, dans le cas particulier, il ne peut pas y avoir de sujet là parce que ce serait dans l'espace virtuel. Mais si on a une distance de mise au point différente, si là on a Tata Ginette, là on a l'arbre derrière qui est net, et puis devant on a le bébé qui court, le pitbull qui arrive, et voilà. Donc ça permet de gérer la profondeur de champ. Ça c'est le premier critère artistique du diaphragme, c'est de gérer la profondeur de champ. Voilà. Ensuite, le deuxième aspect artistique est un peu plus délicat parce que ça vous permet de choisir un rendu de votre objectif. Choisir un rendu, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui ont des comportements picturaux très différents entre la pleine ouverture et fermée, ne serait-ce que f5.6 ou f8. Voilà. Bon, c'est des objectifs qui ont été autrefois très courants et qui sont plutôt rares maintenant parce que il y a eu des progrès en optique qui ont été faits. Donc c'est pareil, c'est pareil que la sensibilité, c'est une caractéristique qui tend à disparaître avec le progrès technique. Voilà, on pourrait se poser la question de savoir si c'est intéressant ou pas que ça disparaisse. Donc ça peut faire varier le rendu en éliminant les parties de l'objectif, c'est-à-dire le bord des lentilles qui pourrait amener des aberrations, ou de la diffusion intérieure, ou du flare, ou des choses comme ça, et faire varier le contraste. D'un point de vue artistique, le diaphragme va vous permettre de gérer, alors c'était un corollaire de la profondeur de champ, de gérer la qualité du flou d'arrière-plan. C'est-à-dire que vous avez un espace qui est net et un espace qui est flou, et la valeur du diaphragme va vous permettre de gérer ça. Donc on a vu que d'un point de vue artistique, le diaphragme allait vous permettre de gérer la profondeur de champ. En faisant changer le cône de lumière, on peut avoir, du fait de la taille du pixel, l'impression que des plans différents dans le sujet sont nets, et ainsi avoir une impression de profondeur de champ. J'appuie bien sur le mot impression parce que en fait c'est éminemment variable d'une personne à une autre, et on n'est pas tous égaux du point de vue de la profondeur de champ par rapport à l'acuité visuelle. Voilà. On en parlera dans la profondeur de champ. Le diaphragme donc va vous permettre de gérer la profondeur de champ, va vous permettre de gérer le rendu de l'objectif en supprimant des aberrations éventuelles. Et donc, tous les objectifs ne sont pas égaux à ce point de vue-là, parce que quand vous avez un objectif qui est parfait, le diaphragme, il ne sert à rien, puisque de ce point de vue-là, de gestion des aberrations, parce qu'il n'y a pas d'aberration à corriger. Si vous avez un objectif qui est plus ancien ou qui a été calculé dans un but bien précis d'avoir des restes et des résidus d'aberration et des choses comme ça, et bien là, au contraire, avec votre diaphragme, vous allez pouvoir gérer le rendu du flou, le rendu de l'aberration de sphéricité ou choses comme ça, qui vont vous permettre d'avoir un rendu différent. À un tel point, c'est que certains objectifs qui ont des aberrations comme ça ne sont intéressants qu'à un certain diaph et deviennent tout à fait banals à d'autres diaphragmes. Voilà. Donc, par exemple, si on va chez Leica, marque prestigieuse, bon, ben, vous avez des objectifs comme le Tambar, comme le Sumilux préasphérique, où on se demande à quoi sert réellement le diaphragme, parce qu'ils sont intéressants par leurs aberrations à pleine ouverture. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui, en 2018. Il va de soi que quand ils ont sorti le Tambar en 1937, les objectifs étaient suffisamment chers pour qu'il fallait que l'objectif soit universel. Donc là, le diaphragme avait son plein usage, parce qu'à pleine ouverture, il permettait de faire des portraits très doux, très enveloppés, très soft, et en fermant le diaphragme un tant soit peu, vers 6.3 ou 9, et bien tout d'un coup, on avait un objectif de meilleure qualité possible pour faire un résultat le plus net possible.
Donc c'est un objectif qui a été calculé à dessein d'avoir deux rendus complètement différents entre la pleine ouverture et une ouverture plus fermée. Le Sumilux 35M de 1960 à 1996 chez Leica, lui, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient pour... ils ne cherchaient pas la dualité, ils cherchaient à ouvrir à 1.4 et tant pis s'il y a des aberrations. Et quand on utilise au jour d'aujourd'hui cet objectif-là, à la limite, on l'achète pour ces aberrations à f1.4, parce que si on veut une netteté absolue à f1.4, on ne prend pas cet objectif-là, on en prend un autre, on prend la version moderne, on prend une chose comme ça. Voilà. On a vu l'aspect technique dans la première vidéo, on a vu l'aspect artistique dans le maintenant, on vient de le voir. Maintenant, nous allons voir comment manipuler ce chiffre, comment s'en servir, comment le manipuler, et des choses comme ça. Donc on a l'ouverture géométrique, le f sur d. Le f sur d, c'est le calcul focal divisé par le diamètre de la pupille. Le diamètre de la pupille, on n'y a pas accès parce que il s'agit de la pupille de sortie, et en général, la pupille de sortie ne peut pas avoir accès en général à la pupille de sortie. Elle est rarement réelle, elle est souvent virtuelle, et si elle est réelle, elle est dans le vert, elle n'est pas accessible. L'ouverture photométrique, alors le f sur d va servir au calcul de profondeur de champ essentiellement, et de prolongation de temps de pause, étonnamment. L'ouverture photométrique T se calcule à partir, l'ouverture photométrique N comme Noémie, se calcule à partir du f sur d et du grandissement, et donc permet les corrections d'exposition et de diaphragme en mode macro. Donc suivant la gentille formule qui dit que n est égal à f sur d facteur de g plus 1. Alors je vais la noter parce qu'en fait celle-là, elle est intéressante. Alors on y va, c'est n est égal à f sur d facteur de g plus 1. Il faut que je fasse attention d'écrire bien, beau et propre. Voilà. Alors, pour comprendre ça, et pourquoi je vous en parle, parce que même si c'est vraiment utile en macro, ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que quand vous êtes à pleine ouverture et que vous faites votre mise au point sur un sujet proche, vous ne réussissez pas à aller à f2.8 si votre objectif ouvre à f2.8, ou que vous ne réussissez pas à aller à la pleine ouverture. C'est dû à cela. Le diamètre, le diaphragme, qui est un trou avec un diamètre, on l'a vu, ne change pas physiquement. Ne change pas physiquement. Il y a, à ma connaissance, je ne connais qu'un seul objectif où le diaphragme change avec la mise au point, et le diaphragme change avec la mise au point. Là, le diaphragme ne change pas avec la mise au point. Donc le diamètre physique du trou est toujours le même. Par contre, quand vous allez me dire la focale aussi ne change pas. C'est pas faux, vous avez raison. Mais le diamètre du trou est toujours le même, et vous allez faire la mise au point plus en arrière. Ce qui fait que quand vous allez faire la mise au point sur un plan très en arrière, la lumière, elle, va partir toujours du trou et va arriver avec un cône plus faible. D'accord ? Or, en fait, si le f sur d, c'est le rapport focal sur diamètre, c'est aussi un angle de cône de lumière. Voilà. Et donc, ce cône de lumière, lui, c'est lui qui va jouer sur les profondeurs de champ, parce que c'est le cône de lumière qui fait que votre pixel peut être éclairé tout pareil en avant et en arrière du plan de mise au point. Et ce cône de lumière va aussi jouer sur la photométrie, va aussi jouer sur l'exposition, parce que quand ça s'éloigne, ça j'en parlerai dans la mesure d'exposition. Mais c'est le cône de lumière qui compte plus que le diamètre. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais je comprends pas, c'est la même quantité d'énergie qui rentre, puisque c'est le même trou. Et puis finalement, aux endroits où je découpe, j'ai toujours rentré autant de luxe à l'entrée,
Pourquoi est-ce que le nombre de lux varie au fur et à mesure que j'éloigne mon capteur du bazar? Ça, c'est dû parce que, en fait, ça s'écarte, mais ça s'étale aussi. Vous ne gardez pas le même angle. Donc, vous étalez sur des tâches de plus en plus grandes, des choses comme ça. Et c'est compliqué. C'est pas intuitif. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est pas intuitif. Voilà, c'est parce que l'éclairement est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, l'ouverture photométrique, l'ouverture de calcul, ce calcul, donc l'ouverture photométrique N, et pas T, hein, ça s'appelle toutes les deux photométriques, je n'ai pas trouvé entre N et T. L'ouverture N se calcule donc à partir de F sur D, c'est multiplié par le grandissement plus 1. Donc quand vous êtes au rapport 1, de 1 sur 1, le sujet a la même taille que l'image, votre diaphragme est en fait doublé. Donc ça fait 1 plus 1, 2. Donc le F sur D fois 2. Donc par exemple, si vous êtes à 4, vous passez à 8. Et donc de 4, vous passez à 8, vous passez à 2 diaphragmes d'écart. Voilà. À 2 diaphragmes d'écart. Ça, on va voir dans les calculs, les choses comme ça revient après. Pourquoi est-ce que ça fait 2 diaphragmes quand on passe de 4 à 8 ? L'ouverture T a donc la correction du F sur D en fonction de la transmission et de l'absorption du verre de l'objectif. C'est une valeur qui est utilisée sur les objectifs de vidéo ou de cinéma. De même, on pourrait avoir un NT qui serait égal à T facteur de G plus 1. C'est aucun problème. Alors, je vais faire un petit calcul. Un objectif à 6 lentilles non traitées. Donc 6 lentilles, chaque lentille a 2 surfaces R vert. Si elle est non traitée, elle a un coefficient de réflexion de 96%. Voilà. Et donc si on fait le calcul de 6 lentilles non traitées, ça fait une transmission de 0,96 à la puissance 12, qui nous fait 61%. D'accord ? Donc de 96% à la puissance 12, ça nous fait 61%. Pour comparer, si on prend un objectif avec 10 lentilles traitées, 10 groupes traités, 10 lentilles, donc ça nous fait 20 surfaces R vert. Le coefficient de transmission d'une lentille traitée est de 98%. C'est-à-dire que grosso modo, on gagne 2%. Des fois 3, pas plus. Et des fois, sur des vieux traitements, on se demande si on gagne quelque chose. Donc, 10 lentilles traitées, ça nous fait 0,98 à la puissance 20, ça nous fait 66%. Voilà. Donc, on peut se dire, tiens, un vieil objectif, pas traité, c'est de la merde, tu paumes de la lumière. Oui, c'est vrai, parce que 0,96 à la puissance 12, ça fait 61%, donc ça veut dire qu'on perd 39% de lumière, c'est quasiment un facteur 2, on est pratiquement à la moitié. Par contre, le zoom super qualité que tu as acheté avec 10 groupes traités, il n'est pas beaucoup mieux. Hein. Il n'est pas beaucoup mieux. Donc du coup, il faut relativiser les choses. Il n'est pas beaucoup mieux parce qu'il y a un paquet de lentilles. Voilà. On continue, on avance pour éviter de faire une troisième vidéo. Le rapport F sur D, alors là on rentre dans le velu. Le rapport F sur D est linéaire. Parce qu'on divise la focale par le diamètre, donc à la limite on représente ça sur une ligne, la focale, et puis on met le nombre de fois de diamètre qu'on a, donc c'est linéaire, c'est du 1D, unidimensionnel. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas de dimension, parce que vous divisez la focale en millimètres par des diamètres en millimètres, quand vous divisez des millimètres par des millimètres, vous obtenez rien. Quand vous divisez des euros par des euros, vous obtenez rien, vous obtenez le nombre de fois qu'il y a l'un dans l'autre, c'est tout, c'est un rapport, c'est sans dimension. Mais la variation de quantité de la lumière qui passe dans le trou est surfacique. Le trou, c'est un diamètre, c'est une surface, c'est 2D. Voilà. Et donc, ça nous implique ce problème d'échelle de diaphragme qui est incompréhensible. Enfin, maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce que quand le chiffre augmente, c'est-à-dire va vers 90, il y a de moins en moins de lumière, ça vous l'avez compris. Hein.
Maintenant, comment ça évolue? Donc, on a un trou qui varie en rapport F sur D de façon linéaire, mais il varie aussi en surface, puisque le trou augmente et diminue. Et quand on s'amuse à calculer la surface, et qu'on dit, bah, tiens, on va s'intéresser juste au facteur 2, on veut 2 fois plus de lumière, 2 fois moins de lumière, eh bien, on va calculer la surface du cercle, et on va se demander de combien on doit faire varier le diamètre pour obtenir un rapport de surface de 2. Et quand on fait le calcul, en utilisant la surface est égale à pi r carré, pi la lettre grecque, 3,1416, r le rayon au carré, on s'aperçoit, rayon c'est le diamètre divisé par 2, on s'aperçoit que quand on mène le calcul jusqu'au bout, que pour avoir la surface du deuxième trou 2 fois plus grande que la surface du diamètre 1, il suffit de multiplier ou diviser le rayon par racine carrée de 2. Voilà. Racine carrée de 2 qui est égale à 1,4 et quelques. Voilà. Donc si on prend la série normalisée qui commence à 1, donc focale égale diamètre égale 1, on arrive gentiment, si on veut la diviser par 2, eh ben, il faut changer le diamètre d'un rapport racine carrée de 2. Donc comme c'est f sur d, il faut diviser le ratio par 1,4. Donc ça nous met un facteur 1,4 dans le champ. Et comme il est en dessous, on peut le faire repasser au-dessus et ça passe. Donc le f sur d suivant, c'est 1,4. Le suivant, c'est 2. Le suivant, c'est 2,8. Le suivant, c'est 4. Le suivant, c'est 5,6. Le suivant, c'est 8. Le suivant, c'est 11. Le suivant, c'est 16. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on se retrouve avec une série normalisée dans laquelle votre objectif va se positionner. Si vous trouvez l'appareil photo du grand-père ou de l'arrière-grand-père, il est possible que, ou de l'arrière-arrière-grand-père, donc si vous trouvez des objectifs grosso modo d'avant la Seconde Guerre mondiale, vous allez pouvoir trouver des objectifs qui vont être gradués dans la série européenne qui commençait à 3,5, 4,5, 6,3, 9, 12,5 et ainsi de suite. Et ça, c'était normalisé, comme je vous l'ai dit, par le Congrès de la photographie de 1900. Voilà. On peut s'amuser, il me reste 4 minutes, on peut s'amuser à faire des calculs, pour savoir comment le diaphragme varie, et retrouver ses diaphragmes, et pouvoir faire des calculs de diaphragme. Moi, personnellement, je compte sur mes doigts. Hein. Par exemple, si je veux savoir combien il y a de diaphragmes entre 1,4 et 16, eh ben, c'est les piquets et les intervalles. Hein. Donc, je vais aller du piquet 1,4 au piquet 16, donc je compte le nombre de fois que je me déplace de piquet. Donc, 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 7 diaphragmes. Et on peut aussi s'amuser à le calculer avec la machine à calculer, parce qu'on peut passer par les logs népériens cette fois-ci. Enfin, ça marche aussi avec les logs décimaux, mais ça marche aussi avec les logs népériens. En utilisant les divisions, la propriété des logs qui permet de transformer des puissances, donc des multiplications en addition, soustraction, des divisions, des choses comme ça. Voilà, donc par exemple, si je divise log de n, donc n ce n-là, hein, par log de racine carrée de 2, ça me donne un numéro, et ça me donne le numéro du diaph, ça me donne sa position dans la série normalisée, choses comme ça. Bon, j'avais prévu de vous en parler, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, oui, on va dire ça, pour comparer des photos, notamment des photos d'astronomie. Vous voyez on voyait dans les revues, j'ai fait 30 secondes de pause à 100 ISO avec mon objectif qui ouvre à 7, et puis un autre disait, tel objet, le même, hein, j'ai fait, par an j'ai fait 10 minutes à FD20 avec 400 ISO et trucs comme ça. Et donc je voulais essayer de comprendre pour savoir si c'était consistant, si c'était cohérent, des choses comme ça. Et donc en utilisant les logs,
on réussit à calculer le numéro du diaphragme, donc la puissance de racine carrée de 2 qu'il représente. Et du coup, quand il suffit de soustraire l'un à l'autre pour trouver le chiffre, le nombre de diaph. Par exemple, si vous faites log népérien de 16 divisé par log népérien de racine carrée de 2, que vous soustrayez ça log népérien de 1,4 divisé par log népérien de racine carrée de 2, vous tombez sur 7. Et ça vous permet de dire, oui, il y a 7 diaphes entre 1,4 et 16. Voilà. Alors quand c'est 1,4 et 16 et que ce sont des valeurs entières, ça va bien, mais bon, 6,3, c'est 5,6 plus un tiers de diaphragme ou plus 2 tiers de diaphragme. Vous voyez, c'est pas évident avec ces choses comme ça. D'où l'intérêt d'utiliser des valeurs entières, ça change pas grand chose. Et une valeur de diaph, c'est une valeur de diaph. 6,3 ou 5,6, on s'en fout, ça n'a pas d'écart. Quand on commence à s'intéresser, tiens, je veux changer de vitesse, choses comme ça, bah, si vous êtes sur des valeurs que vous connaissez, dont vous connaissez la progression, eh ben, vous pouvez calculer rapidement pour dire, bah, tiens, je suis à 3 diaphes de la pleine ouverture, bah, si je me décale de 3 diaphes et que je vais à la pleine ouverture, mon 125e va devenir un 500e, et puis voilà, ou un millième d'ailleurs, 125, 125, 250, 500, 1000, voilà, ça va devenir un millième de seconde. Ça, c'est très pratique dans la gymnastique quand on est en mode manuel et qu'on veut passer de l'un à l'autre. Voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire sur le diaphragme. On a vu le point de vue artistique, on a vu le point de vue technique, on a vu le point de vue calcul. Voilà. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge. Si vous voulez voir la suite, vous vous abonnez. Et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.